Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, merci de nous retrouver pour ce matin, ce numéro de Matin d'Hermann. Merci surtout de continuer de nous suivre depuis tous les continents. Grand merci pour vos encouragements que vous ne cessez d'apporter à notre initiative. Les idées ne s'arrêtent pas. Nous continuons de poursuivre la réflexion pour vous produire le meilleur, un projet que nous avons en vue ici. Nous voyons grand et ce projet vous attire déjà, donc merci. Nous espérons que ce projet-là va répondre à toutes vos attentes. En tout cas, merci de nous retrouver pour le tout premier numéro en direct ici depuis nos studios aux États-Unis où nous avons un invité avec nous en studio pour échanger. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que vous pouvez intervenir pour appeler. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche, qui est le +1 240 421 85 03. Je rappelle, +1 240 421 85 03. C'est un appel sur les États-Unis, donc vous pouvez appeler pour intervenir. Le thème aujourd'hui, c'est un thème assez intéressant. On va parler de l'Afrique. Comment est-ce que l'Afrique peut se positionner dans le concert des continents. Le thème, donc, c'est, excusez-moi, c'est les bases d'une reconstruction de l'Afrique. Donc, les bases d'une reconstruction de l'Afrique. Avec nous, pour échanger sur ce thème, nous avons le docteur Nyaka Lagoke. C'est un professeur des universités aussi aux États-Unis. Il enseigne notamment à Mongrowing College. Il est avec les professeurs d'histoire. Donc, c'est un Ivoirien d'origine. Avec lui, nous allons essayer de pencher sur ce thème. Et il est aussi responsable d'ONG. C'est un panafricaniste. Récemment, il était à Accra pour apporter sa contribution dans un symposium. Il va nous expliquer ce que cela veut dire. Donc, je disais qu'aujourd'hui, la nouveauté, c'est que vous pouvez intervenir directement en ligne pour participer, soit donner vos contributions sur le thème ou interroger notre invité qui est avec nous. Docteur Lakanyagoke, bonjour. Bonjour Herman Aboua, merci pour l'opportunité. C'est un honneur, un privilège pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que j'avais entendu parler de toi, mais je suis impressionné par ton talent et je suis content que tu aies lancé cette plateforme et c'est de notre responsabilité de la soutenir. En tout cas, merci d'avoir répondu de façon spontanée à notre invitation pour ce premier numéro en direct. Surtout que ici, l'information, c'est que Dr Nyaka Lagoke, il est aussi intervenant comme personne de ressources pour des questions sur l'Afrique, sur des chaînes de télévision et de radio ici aux États-Unis. C'est un monsieur qui est très connu des milieux, des médias ici. Il a été lui-même journaliste en Côte d'Ivoire. Voilà, donc en tout cas, merci d'être venu. Chers invités, chers téléspectateurs, la première question qu'on va lui poser, c'est que récemment, vous étiez à Accra pour participer à une conférence, un festival qui est dénommé Kwame Nkrumah. Pouvez-vous revenir sur les grands axes de cette rencontre-là d'intellectuels africains? Ok, j'étais à Accra du 25 juin jusqu'au 19 juillet 2017. Il y avait une conférence qu'on appelle le deuxième festival panafricain intellectuel culturel Kwame Nkrumah. La première édition a eu lieu en 2011 et c'est une plateforme qui est censée se faire tous les 2 ans. Et cette année, c'était la deuxième édition parce qu'en 2013, elle n'a pas pu avoir lieu, la plateforme, et en 2015, elle n'a pas pu avoir lieu. C'est une plateforme qui a été lancée par l'Institut des études africaines de l'Université de Ghana. Et donc, il fallait réfléchir à l'héritage politique de Kwame Nkrumah, qui a été le premier président du Ghana et qui a été le champion du rêve de l'unité de l'Afrique, des États-Unis d'Afrique. Et donc, cette année, il fallait réfléchir le thème au type ou au concept de l'éducation pour la transformation de la société à la lumière de l'agenda 2163, qui est un agenda qui est lancé par l'Union africaine. Voilà, c'était ça le thème.
s'il y a des questions spécifiques, on va y... À partir de quel constat, sur le thème précis, le mot-clé précis qui est l'éducation, à partir de quel constat, sur l'expérience en Afrique, vous êtes parti pour cette conférence-là sur l'éducation? Ok. En fait, tu parles de l'éducation et de la transformation par rapport à l'agenda 2063. Donc c'est ça qui est l'élément le plus important. Comme l'Union africaine en fait, on sait qu'il y a eu des projets continentaux. Rapidement, en 1980, il y a eu ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos au sujet de l'unification de l'Afrique, de l'intégration économique. Après, il y a eu le traité d'Abuja en 1991. Après, il y a eu le NEPAD autour des années 2000-2002. Et puis, aujourd'hui, l'Union africaine est en train de lancer le concept de l'agenda 2063, espérant qu'autour de cette date-là, on puisse bâtir les États-Unis d'Afrique. Maintenant, l'Institut des études africaines au Ghana a voulu mettre l'accent sur ce thème-là afin que les Africains ou les intellectuels, tous ceux qui rêvent encore d'une Afrique unie, puissent venir discuter afin de voir ce que chacun de nous peut faire en allant vers ce projet de l'agenda 2063. Vous le disiez tantôt, l'héritage politique de Kwame Nkrumah, mais je pourrais dire l'héritage d'une vision sociale pour l'Afrique de Kwame Nkrumah. Récemment, notre invité, Madame Owoshi Clotilde, ancien ministre ivoirien, parlait notamment de ces premiers acteurs du panafricanisme. Selon vous, aujourd'hui, l'unité africaine, est-ce vraiment possible, surtout qu'on a manqué le rendez-vous des années 1960? Bon, avant de répondre à la question, je voudrais parler un peu de la conférence, à la conférence du Ghana. À la conférence du Ghana, il y avait plus de 400 participants, avec des gens qui sont venus de diverses parties du monde, des États-Unis, des Noirs américains, des Africains, des gens des Caraïbes, des gens sont venus de l'Europe, d'un peu partout, et nous nous sommes rencontrés. Et donc, il y avait des panels, des ateliers, et il y avait même aussi des activités culturelles. Il y avait, par exemple, un Ivoirien, un chanteur, Malaiki, qui était là, qui était parmi les artistes. Et il y a eu d'importantes délégations, deux, je peux dire. Une est venue de la Côte d'Ivoire. La première fois, je voyais le club panafricain universitaire, je voyais les membres. Le leader, c'est Silwe Founingue, qui était là, qui dirigeait cette délégation d'étudiants ivoiriens. Et il y avait Moussa Sangaré, qui est professeur à l'IPNEP et qui était ici étudiant à Syracuse University, et qui était l'étudiant du professeur Horace Campbell, qui est comment on dit, chairman, en fait, le président de la chaire Kwame Nkrumah sous le leadership de l'Institut. Et donc, Moussa Sangaré était là avec ses étudiants. Et donc, il y avait environ une trentaine d'Ivoiriens qui sont venus et qui ont participé à cette conférence. Et cela m'a fait énormément plaisir de les voir. Nous avons discuté, nous avons échangé et nous avons décidé de travailler ensemble par rapport à l'avancement du panafricanisme en Côte d'Ivoire. Il y avait une autre délégation qui était aussi très importante. Elle venait du Burkina Faso, de Bobo Dioulasso à Ouagadougou jusqu'à Accra. 40 heures de route que les Burkinabés ont fait pour arriver. Ils étaient aussi environ une trentaine. Donc, c'était merveilleux de voir des Africains anglophones, francophones, lusophones, venant de diverses ethnies, en train de discuter de ce rêve-là. Et l'une des conclusions de cette conférence, c'est que les panafricanistes, de chaque côté des frontières, doivent s'engager dans la politique afin d'espérer conquérir le pouvoir d'État, afin de pouvoir faire avancer l'idée de l'unité africaine. Et il y a aussi la question de la réparation. Il y avait un professeur Beckel, je crois, des Caraïbes. Lui, il est champion. Il faut qu'il y ait la réparation pour les Noirs du monde, pour les Africains, les Noirs, les Noirs américains, pour les Noirs caribéens, à cause de l'esclavage. Et c'est un sujet que je soutiens aussi. Et donc, c'était une conférence assez intéressante. Et c'était à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de Ghana en 1957. Et Kwame Nkrumah, on le sait, le Ghana est devenu le premier pays indépendant, comment on dit ça, en Afrique au sud du Sahara. Et Nkrumah avait dit dans le temps que l'indépendance du Ghana est insignifiante si elle n'est pas liée à la libération totale du continent africain. Donc il devait soutenir le mouvement de décolonisation. Et en 1958, il a organisé le All African People Conference, la conférence de tous les peuples d'Afrique. Et c'est comme cela qu'en ce moment-là,
35 pays s'étaient retrouvés, 300 personnes s'étaient retrouvées, syndicalistes, politiciens, tous ceux qui luttaient pour l'indépendance. Et Patrice Lumumba était là, Asting Banda était là, Olowo du Nigeria était là. Et puis c'est comme ça que 2 ans plus tard, 17 pays africains allaient devenir indépendants en 1960. Et l'année prochaine, ça va être le 60e anniversaire de cette conférence-là. Et c'est un moment important encore pour nous, les panafricanistes. Donc pour revenir à la question que je vous posais, le rêve de Kwame Nkrumah, aujourd'hui, d'avoir une unité africaine, c'est-à-dire que tous les pays, tous les États africains en un seul, est-ce que ce rêve-là, 50 ans après, c'est encore possible? C'est pas illusoire de penser que les frontières vont se fermer et on aura en Afrique un seul État? Oui, l'Afrique a raté ce tournant-là autour des années, des fins des années 50 et au début des années 60, quand Nkrumah disait qu'il fallait que l'Afrique soit unie et que si les gens ne faisaient pas l'unité en ce moment-là, effectivement, ça allait être difficile pour que cela se réalise beaucoup plus tard. Et donc, effectivement, tu as raison de poser cette question-là. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que il y a un renouveau du panafricanisme. Avant d'élaborer sur la question du renouveau du panafricanisme, je voudrais expliquer comment est-ce que l'Organisation de l'Unité africaine a été créée. Et je voudrais pouvoir expliquer aussi comment et pourquoi l'Afrique le mouvement panafricain est entré en hibernation. C'est un mouvement qui existe depuis longtemps, mais le mot panafricanisme a été utilisé pour la première fois par Sylvester Williams de Trinidad et qui a organisé la première conférence panafricaine en 1900. Avant lui, W.B. Du Bois, noir-américain, métis, lui, il parlait du pan-négroïsme en 1898. Et donc, après 1900, il y allait avoir plusieurs congrès qui allaient être organisés par W.B. Du Bois, 1909, 1921, 1923, 1927. Et après, on s'est rendu compte que le mouvement panafricain était rentré en hibernation jusqu'à ce que, en 1935, l'Italie, qui avait été battue à 2 reprises par l'Éthiopie, à la bataille d'Adowa et à la bataille de Dongali en 1887 et à la bataille d'Adowa en 1896, l'Italie fasciste de Mussolini décide de prendre sa revanche sur l'histoire et va en 1935 tenter de conquérir l'Éthiopie. C'est ainsi que les panafricanistes du monde se sont révoltés et c'est ainsi qu'en 1945, le Congrès de Manchester, ils ont décidé de discuter du thème de la décolonisation de l'Afrique. Quelques années plus tard, l'Afrique allait connaître son indépendance. Maintenant, quand autour des années 60, il y a eu 2 blocs, le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. Les gens se mettent d'accord pour trouver un compromis et donc adoptent l'unité graduelle de l'Afrique au détriment de l'unité immédiate qui était défendue par Kwame Nkrumah. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'OUA est créée en 1963 et voici l'élément que les gens oublient dans l'histoire de l'Afrique. Et je vais essayer de mettre l'accent là-dessus. En 1961, Sylvanus Olympio, en 1961, c'est Patrice Lumumba, et donc il va être assassiné. En 1963, Sylvanus Olympio, qui veut créer sa monnaie, est sorti du franc CFA, un coup d'État orchestré par les Français, il est renversé, il est assassiné, 1963. En 1964, Nelson Mandela, qui est en train de devenir le leader de la lutte des Noirs en Afrique du Sud, emprisonné pendant 27 ans. Et en 1965, Malcolm X est assassiné. En 1968, Dr. King, qui était le leader du mouvement des droits civiques ici aux États-Unis, et qui était à la cérémonie d'inauguration de Kwame Nkrumah en 1957, et qui a d'ailleurs prononcé un discours, la naissance de Birth of a New Nation, la naissance d'une nouvelle nation. Dans ce discours, il encourageait les Noirs américains à entrer dans la vision panafricaniste. Il va être assassiné en 1968. Et le 24 février 1966, Kwame Nkrumah, le champion du panafricanisme, qui allait soutenir les mouvements de décolonisation à travers le continent africain, qui était perçu comme le danger, il allait être renversé. Donc on voit qu'au fur et à mesure, tous ceux qui sont perçus comme des porteurs de cette unité africaine-là sont systématiquement... Soit éliminés, emprisonnés, détruits, assassinés sur leur caractère, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ça n'a pas empêché les noms dont je viens de parler de faire ce qu'ils ont à faire.
Et c'est ainsi que le mouvement panafricain va rentrer en hibernation jusqu'à ce que, vers la fin des années 80, on voit deux mouvements. Le Free Nelson Mandela Movement en Afrique du Sud, comment les Noirs se sont davantage mobilisés, après c'est devenu un mouvement international. Et deuxièmement, Thomas Sankara qui arrive au pouvoir 1983-1987. Et c'est comme ça que Sankara allait contribuer à raviver le mouvement panafricain. Maintenant, Sankara meurt, et donc on attend de voir jusqu'à ce que Kadhafi vienne promouvoir l'idéal panafricain. Et on connaît le sort tragique de Kadhafi, tué, détruit. Et on a appris que, selon certaines sources américaines, c'est parce qu'il voulait réaliser la souveraineté économique de l'Afrique qu'il fallait qu'il soit détruit. Maintenant, quand on voit que, avec ce qui est arrivé à Kadhafi et avec ce qui est arrivé à Gbagbo Laurent, parce que la crise ivoirienne, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si Gbagbo lui-même n'a jamais dit qu'il était panafricaniste, Gbagbo était nationaliste, même si Gbagbo n'a jamais dit qu'il était panafricaniste, sa résistance contre le néocolonialisme français, sa résistance contre les Français et son emprisonnement ont contribué à éveiller cette conscience panafricaine aujourd'hui. Et c'est pourquoi beaucoup de gens qui ne voulaient pas épouser le panafricanisme de façon structurelle, aujourd'hui sont devenus des panafricanistes de circonstance. Mais c'est bon pour la cause. Mais maintenant, quand on voit le débat autour de la CPI, on voit ce qui est arrivé à Kadhafi. On voit qu'au Burkina Faso, les Burkinabés vont s'organiser et réclamer les valeurs de Thomas Sankara et puis faire tomber Blaise Compaoré qui a été l'assassin de Thomas Sankara. Au Sénégal, avec le mouvement Y en a marre, les gens se sont organisés au Sénégal et ils ont arrêté Wade qui voulait changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Voici, ici aux États-Unis, le Black Lives Matter Movement, où les gens ont commencé à s'organiser contre les brutalités policières. En Afrique du Sud, c'est le Rhodes Must Fall Movement là-bas. Et en Afrique australe, en Namibie, au Malawi, et même en Afrique du Sud, il y a ce mouvement de ceux qui se considèrent comme les justiciers économiques, avec les Malema. On voit qu'il y a une nouvelle conscience panafricaine qui est en train de s'éveiller sur le continent africain. Et il y a tellement d'exemples que je pourrais donner. Donc aujourd'hui, ce qui est arrivé hier au temps de Nkrumah, c'était un Nkrumah qui a émergé, soutenu par des panafricanistes. Mais ce mouvement, la convention pour le parti du peuple, c'était un parti politique qui était ghanéen. Mais ce n'était pas un mouvement qui était panafricain, même si c'était un mouvement qui avait une vision panafricaniste. C'est le RDA de Houphouët-Boigny qui avait une représentation panafricaniste, mais qui n'a pas entretenu un discours panafricain. Donc maintenant aujourd'hui, avec ce qui se passe au Ghana, la conférence à laquelle je viens de participer, quand je vois ces Ivoiriens, ces Burkinabés, je vois ces Sénégalais, je vois ces gens qui viennent de l'Angola, des Caraïbes, d'un peu partout. Donc il y a eu un nouveau réveil du panafricanisme aujourd'hui. Et donc avec la contribution de Kémy Séba et bien d'autres qui ont lancé la campagne contre les CFA. Ça c'était aussi un élément important aujourd'hui. Donc pour dire que c'est à nous de décider de comment est-ce qu'on veut réaliser ce rêve des États-Unis d'Afrique. Et maintenant, élément important, aucun continent sur cette terre n'est unifié ou n'est uni. En Amérique, ici, il y a quatre Amériques. Il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Amérique centrale et il y a l'Amérique insulaire. En Amérique du Nord, il y a 3 pays. Il y a le Mexique, il y a le Canada et il y a les États-Unis. Donc, moi, mon rêve, ce n'est pas de voir tout le continent unifié un jour. Mais si on peut bâtir un pays qui peut être beaucoup plus grand, composé de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Burkina Faso et bien d'autres, en Afrique de l'Ouest, comme chaque État Diop l'a suggéré, voici ce que nous sommes en train de réaliser. Et maintenant, on a vu, comme vous l'avez dit, ces leaders-là de cette voie pour l'Afrique unie qui ont été systématiquement assassinés ou éliminés ou mis hors jeu par des moyens dont on sait. Qu'est-ce qui fait peur à ceux-là qui s'organisent à éliminer ces gens-là qui pourraient tirer l'Afrique? L'Occident a 2 problèmes majeurs, 2 ou 3. Le premier, c'est une volonté de conquête et de domination du monde. Et pour ne pas être long sur ce sujet, quand il y a eu, je ne sais pas comment on dirait ça en français, je ne sais pas si c'est la peste ou quoi, en 1347, où il y a eu le tiers de la population européenne qui a été assassinée. En fait, qui a été morte à cause de cette. Et que, donc, au XIIIe siècle,
au 13e, 14e siècle, l'Europe était instable. Jusqu'à ce que, à un moment donné, les gens, jusqu'à ce qu'ils mettent sur pied des États forts et qu'ils aient décidé d'aller à la conquête du monde. Portugal a été la première puissance maritime navale. Et c'est ainsi qu'après la bataille de Ceuta en 1414-1415, que les Portugais vont décider d'aller à la source des épices qu'ils croyaient en Inde et qui se trouvaient effectivement dans les Indes. 27 000 kilomètres, en fait, plus de 30 000 kilomètres de route. On a étudié un peu cela avec les Bartolomé Diaz et les Vasco de Gama, qui va certainement réussir. Et ils vont découvrir Calcutta. Et c'est ainsi qu'à partir de cet instant, ils vont conquérir les îles Molucas, comme on dit en anglais. Et c'est à partir de ce moment-là, à la quête des richesses pour la satisfaction des populations européennes, l'expression d'une volonté de puissance et le désir de contrôler l'islam, voici les éléments qui vont pousser donc les Portugais et bien un peu plus tard l'Espagne. Et c'est ainsi que en 1454, le pape Nicolas V allait décider de donner l'autorisation au Portugal de mettre les Noirs en esclavage. Et un peu plus tard, en 1494, Alexandre VI, le pape, allait diviser le monde en deux. C'est vrai qu'on parle souvent de la conférence de Berlin en 1884-1885, mais 300 ans avant la conférence de Berlin, c'est le pape lui-même qui prend le globe et divise ça. Une partie pour l'Espagne, une partie pour le Portugal. C'est ainsi que les gens parlent le portugais au Brésil. Et puis, bon, on connaît un peu comment est-ce que l'Espagne allait contrôler. Bon, donc, depuis ce moment-là, les Européens font tout pour contrôler le monde. Et s'ils doivent mettre des gens en esclavage, ils le font pour la suprématie de leur monde et de leur conception du monde. Donc, quand l'esclavage finit, l'on a expliqué, mais quand l'esclavage finit dans un contexte de l'émergence de l'industrialisation de l'Europe, qui commence en Angleterre, ils se rendent compte qu'ils ont encore besoin des matières premières des Africains. Là encore, on justifie la colonisation. Et les Africains qu'on envoyait dans les Amériques et un peu partout comme esclaves, cette fois-ci, ils vont devenir des sous-hommes sur leur propre territoire, travaillant eux-mêmes sur leur propre exploitation pour le service et le bénéfice de l'Europe. Quand ça finit, naturellement, on va voir que tous ceux qui vont venir comme nationalistes, tous ceux qui vont venir comme des nationalistes et qui vont travailler pour la défense de leurs intérêts, les Occidentaux vont avoir la même attitude, les liquider, les corrompre et positionner des gens. Donc déjà en 1506, Afonso de Fers au Congo, qui était un roi chrétien, avait été préféré au détriment des autres rois qui voulaient lutter contre la pénétration des Portugais. Donc voilà, c'est le même contexte. Ils l'ont fait en Afrique, ils l'ont fait en Asie, on parlera de la Chine, ils l'ont fait partout, en Amérique, partout. Donc nous les Noirs, c'est vrai, l'Holocauste était un crime contre l'humanité qui est horrible. Mais cela fait 300 ans d'esclavage, plus de 100 ans de colonisation, près de 340 ans d'apartheid. Donc les conséquences de ce système sur nous là ont réussi à nous transformer en des personnages qui sont plus ou moins névrosés, et il est difficile pour nous de mieux nous organiser. Mais heureusement, comme King l'a dit, l'arc de l'univers est long, mais il se penche toujours du côté de la justice. Et donc, nous avons vu, depuis le 15e, 16e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des générations successives de leaders qui ont émergé en Afrique et dans la diaspora noire. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter notre modeste contribution. Et naturellement, les fils des ancêtres qui ont mis en esclavage nos ancêtres, ils ont peur. Mais cette fois-ci, je crois que l'histoire a un peu changé parce que nous nous inspirons des idées et des âmes de ceux qui nous ont précédés. Et cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué pour les Occidentaux. Il y a cette idée de Zarathustra Anazgore qui nous suit, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui dit par exemple, qui suggère la construction de 5 grandes zones territoriales en Afrique pour aller dans votre idée de tout à l'heure. L'ouest, le nord, le sud, l'est et le centre, ces entités devront avoir leur propre monnaie. Il y a quelqu'un qui dit aussi, Darinachou Kofi, qui dit par exemple qu'avec des serveurs de thé que nous avons comme chef d'État, je ne vais pas peut-être citer le nom, mais elle a donné des exemples, Macky Sall au Sénégal, Roch Kaboré aux États-Unis, au Burkina Faso et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ce rêve d'une sous-région réunie, c'est pas demain.
Bon, c'est des réactions, les gens continuent de nous apporter des réactions. Qu'est-ce que cela suscite? Je vais répondre, merci. D'abord, je remercie les personnes qui posent des très belles questions. Rapidement, je vais parler de la division de l'Afrique en 5 blocs. Effectivement, quand dans leur conception en disant par exemple que l'Afrique est tellement vaste, c'est vrai que l'Afrique est très vaste. On met la Chine dedans, la Russie, les États-Unis. Bon, en fait, l'Afrique, c'est un continent. Donc, effectivement, que ce serait difficile d'unifier tout ce continent. J'ai déjà répondu à ce problème. Donc, les gens sous l'égide des Nations Unies, donc ils ont dans le discours de développement international et de l'intégration régionale en Afrique, effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont divisé l'Afrique en 5 régions. Il y a l'Afrique en haut des Arabes, il y a l'Afrique occidentale, il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique centrale et puis il y a l'Afrique australe. Donc, et effectivement, donc, on souhaite que les gens arrivent à promouvoir l'intégration économique régionale à l'intérieur de ces blocs. Mais malheureusement, quelle est la réalité? Et Nkrumah, en 1965, a écrit un ouvrage qu'il appelle le néocolonialisme, le dernier stage de l'impérialisme. Je souhaite que chacun de nous lise cet ouvrage-là. Ce que nous vivons aujourd'hui avec les multinationales, les Bouygues, les Bolloré, les Areva, les Shell, Exxon, tout ce que nous voyons là, Nkrumah a décrit cela en 1965. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les gens devaient le renverser. Un an après, il a été renversé. Donc, de quoi s'agit-il? Pendant qu'on nous dit de faire l'intégration régionale, par exemple, à l'intérieur de la CEDEAO, on se rend compte que, je crois qu'il a été créé en 1975, on se rend compte que nos matières premières là, les Occidentaux, selon ce qu'ils appellent le consensus de Washington, nous disent que pour que nous puissions mobiliser suffisamment de capital, on doit continuer de vendre notre café, notre cacao, notre or, notre diamant. Or, les David Ricardo qui ont parlé de ce qu'ils appellent l'avantage comparatif, dans son ouvrage, il a pris l'exemple sur le Portugal et l'Angleterre. Mais quand eux, ils parlent de nos relations entre eux et nous, ils ne nous demandent pas de faire l'avantage comparatif entre le Ghana et la Côte d'Ivoire qui produisent le cacao, mais ils nous demandent, nous là, de vendre notre cacao sur le marché international. Donc, quel handicap de vendre notre cacao? Bien sûr qu'on ne la transforme pas. La première usine de cacao en Côte d'Ivoire, j'oublie toujours le nom, ça a été fait il y a 2 ans sous Alassane Dramane Ouattara. Capital entièrement français, 6 millions d'euros. Est-ce que c'est ce que nous ne pouvons pas avoir? Et je me souviens de cette interview de Fouad Boigny. On lui a dit, mais vous avez fait le cacao, mais pourquoi vous n'avez jamais créé d'usine de cacao? Je me souviens, j'étais jeune et j'avais lu ça dans un journal. Je crois que c'était Jeune Afrique. Il faut dire, non, si je voulais faire ça, les Blancs n'allaient pas accepter. Comme s'ils démissionnaient. Parce qu'effectivement, il y a des sujets, quand vous les touchez là, parfois, c'est ce que je veux, ceux qui me coûtent, c'est ce que je veux qu'ils comprennent. On parlera d'Alassane Ouattara tout à l'heure. On parlera de Gbagbo, de tous ces gens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système qui est mis sur pied là est tellement fort et puissant que ce n'est pas le travail d'un individu. Il nous faut plusieurs générations et nous là, on fait ce que nous faisons, nous n'avons pas peur. Mais ceux qui posent des questions, qui disent, bon, avec Macky Sall là, qu'est-ce qu'on va devenir? La question, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que l'Afrique va devenir à cause de Macky Sall et de Alassane Ouattara. La question, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais par rapport à la cause de l'Afrique? Et quand Gandhi dit, soit le changement que tu cherches, que tu veux voir dans le monde, aujourd'hui, c'est ce que, et partout quand je passe, c'est ce qu'il dit aux Africains. Aujourd'hui, on peut critiquer Gbagbo, il a fait ceci, il n'a pas pu faire ça, d'accord. Mais chacun de nous là, on fait quoi? Moi, mes amis et moi là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cela qu'en 2007, pendant que le concept du panafricanisme n'était pas encore populaire comme maintenant, on a lancé le Revival of Pan-Africanism Forum ici aux États-Unis depuis 2007, avec des groupes de Noirs américains, des Caraïbes, des Blancs, tout ça. Et on a fait des conférences. Et depuis 2012, nous avons fait des conférences sur Thomas Sankara annuelles. Et puis depuis 2015, on a fait une conférence sur Cuba, l'Afrique et le monde, pour que les gens sachent la contribution de Cuba. Non, voilà, pour terminer rapidement. Je crois, pour terminer, c'est ce pacte néocolonial qui fait que nous devons vendre nos ressources et nous devons importer tous deux. Et cela aussi contribue à ce que l'Afrique soit là où elle est. Pour que nous puissions nous libérer, on va revenir sur ça après, ça doit être une initiative, d'abord une révolte personnelle, et une révolte des communautés, et une révolte des peuples d'Afrique
Et c'est comme ça que nous pouvons peut-être réfléchir à une Afrique unie et prospère. Je rappelle que vous pouvez appeler directement pour intervenir au numéro 001 240 421 85 03 ou simplement plus 1 240 421 85 03. Pour l'appel, le contenu, c'est juste apporter votre contribution, c'est-à-dire exprimer votre opinion ou carrément poser des questions à notre invité. Pour revenir au thème, au sujet que nous débattons, avec ce décryptage que vous avez fait en rentrant dans l'histoire, vous êtes parti de très loin, l'histoire des Noirs dans le monde. Qu'est-ce que, aujourd'hui, quelles sont les bases, les piliers sur lesquels l'Afrique doit pouvoir s'appuyer, les Africains doivent pouvoir s'appuyer pour pouvoir reconstruire le continent? On a déjà touché ça un peu dans les questions qui ont été posées. Revenons là-dessus. Non, bien sûr. Il y a un élément qui est important que les gens doivent savoir. Le premier élément, c'est-à-dire le premier élément, c'est qui doit devenir la religion politique des Africains. Et en dehors de laquelle, la religion politique, l'Afrique ne peut survivre. C'est le panafricanisme. C'est-à-dire qu'on se met d'abord d'accord sur ça. Que ce sont les valeurs du panafricanisme, d'unité, de solidarité, de dignité, d'autodétermination. C'est d'abord ça. Quand on se met d'accord sur ça, maintenant on va essayer de réfléchir pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le réaliser. Et d'ailleurs, je vais expliquer deux choses. Ce que les États-Unis d'Amérique, aussi esclavagistes qu'ils fussent, mais ce que les États-Unis ont apporté au monde au XVIIIe siècle, c'est deux choses fondamentales, même trois. La première, c'est le concept de démocratie. Quand l'Europe était encore dans un contexte de monarchie. La deuxième chose, c'est le principe de l'unité. C'est-à-dire quand on attend les États-Unis d'Amérique, 13 colonies au départ, qui graduellement, naturellement avec le manifeste Destiny et puis bien d'autres choses, ils allaient s'étendre, attaquer le Mexique et puis d'autres récupérer les territoires là pour qu'aujourd'hui l'Amérique soit composée de 50 États. Mais ce que je vais dire, et c'est pour cela qu'il faut, j'aime citer cette phrase de Pythagore qui dit que l'unité est la loi de Dieu. Quand des gens se mettent en tête qu'ils doivent travailler autour du principe de l'unité, de façon consciente et de façon inconsciente, de façon physique et de façon métaphysique, ils sont en train de toucher l'énergie la plus puissante qui puisse exister et qui est l'énergie divine. Les Américains vont survivre à la couronne britannique et graduellement les Américains vont devenir ce qu'on considère aujourd'hui comme la plus grande puissance à partir au début du XXe siècle. La Russie, c'était encore aussi la fédération de la Russie, le principe de l'unité. Ce sont les Européens qui ont tenté d'avoir leur unité, mais qui à un moment donné ont mis du temps pour comprendre. Ainsi, l'Europe va connaître 2 guerres mondiales avant de comprendre le principe de l'unité. Et c'est ainsi qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Européens vont mettre sur pied les fondations et les fondements de l'Union européenne aujourd'hui, qui est composée de plus de 25 pays. Au point que les pays comme la Turquie et bien d'autres, l'Ukraine, veulent faire partie de l'Union européenne. Donc, au moment où nous on voit la Russie, la grande Russie, on voit les États-Unis basés sur le principe de l'unité, et que la grande Chine, ce n'est pas en ce moment-là que le Lesotho, qui est comme un trou de narine par rapport à l'Afrique du Sud, va pouvoir avoir des échanges commerciaux avec les États-Unis. Ce n'est pas possible. Maintenant, quand on explique cela à des Africains, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas être unis. Mais les gens oublient des éléments que je vais donner. L'Union sud-africaine, créée en 1910, là, mais si tu veux, c'est le produit d'une fédération coloniale. Le Natal, le Orange Free State, le Cape Coast, Cape Colony, et puis il y avait un autre territoire, Natal, Cape Colony, Orange Free State, et puis Transvaal. C'était les 4 qu'ils ont mis ensemble en 1910 pour créer l'Union sud-africaine, quand ils ont démantelé les royaumes des Belé, des Zoulous, de tout ce que vous pouvez imaginer en Afrique australe. Le Nigeria, c'est une fédération coloniale. C'est l'Est, l'Ouest et le Sud, le Nord mis ensemble, c'est ça qui est le Nigeria. Et puis il y avait la Fédération de l'Afrique centrale en 1953, de 1953 à 1963.
sous le couvert des Britanniques avec la Zambie, le Zimbabwe et puis le Malawi. Donc, si on comprend bien, la dislocation de l'Afrique a été pensée et avec des zones d'influence fédérées. Ce que je veux dire, c'est que quand ils sont venus pour faire la colonisation là, ils ont utilisé le principe fédéral. C'est ce que je veux que les Africains comprennent. Et en Afrique de l'Ouest, les Français, ils ont mis deux fédérations coloniales. L'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. L'Afrique occidentale française était composée de 8 territoires. Aujourd'hui, les pays de l'UEMOA qu'on connaît là, étaient membres de cette Afrique occidentale française. Encore la chasse gardée des Français. Rapidement, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout ce qu'on sait. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir dans l'histoire de l'Afrique, et c'est pour cela qu'on ne doit pas tant célébrer De Gaulle. Il est certainement un grand homme pour la France, mais De Gaulle ne peut pas être un grand homme pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Donc quand De Gaulle va revenir au pouvoir en 1958 avec la constitution qu'il va faire pour renforcer le pouvoir du président, parce que la France était avec le régime parlementaire depuis la 4e République, donc la France avait beaucoup de soucis d'instabilité. De Gaulle, avec cette constitution de 1958, on va comprendre ce qui va se passer déjà au niveau de la loi K, déjà en 1956, où Houphouët-Boigny y a contribué. Les Français vont demander aux Africains, bon, quand ils ont vu qu'il y avait le vent de la décolonisation qui est en train de souffler sur la planète Terre, la défaite des Français à bien Dien Phu en 1954. Après, il y a eu la conférence de Bandung en 1955. Et il y a eu l'Indonésie qui va devenir indépendante de la Hollande en 1951. Et donc, pour ne pas aller plus loin, donc quand il y a eu tout cela que les gens, et pendant ça, Nkrumah, qui devient Premier ministre en Angleterre en 1951, donc les Français se disent, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir continuer de contrôler ces colonies-là, et puis on va continuer de toujours les dominer. Ils viennent avec la loi cadre. Ce n'est plus maintenant la fédération ouest-africaine qui est liée à la métropole. Maintenant, c'est chaque territoire à l'intérieur de la fédération de l'Afrique occidentale française, maintenant qui est directement la métropole. C'est comme ça qu'ils ont disloqué cette fédération. Sinon, elle a existé, c'est dans le cadre de cette fédération que la France a gouverné l'Afrique occidentale. Donc, quand nous on parle de panafricanisme, là, c'est sur la base de ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils savent que c'est dans l'unité que nous pouvons être forts. Donc, bon, bref, vous ne pas aller plus loin. Donc, il est possible, nous, là, d'avoir ce discours, d'aller au-delà des guerres que nous sommes en train d'avoir entre les Bété, les Djoula, les Bété, Djoula, Baoulé ou les Burkinabés, les Ivoiriens. On peut avoir des guerres. À un moment donné, notre génération s'assoit, on dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut tirer les leçons pour pouvoir construire une Afrique forte? Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de réaliser. La question, parmi les piliers que nous avons vus, c'est la question de la souveraineté des différents États. Oui, j'ai commencé par le panafricanisme. Et j'ai expliqué que en dehors du fait que nos ancêtres, les pères fondateurs, les Nkrumah en ont parlé, que les Occidentaux eux-mêmes ont utilisé cela, c'est pour ça que j'ai parlé des États-Unis. Maintenant, c'est vrai qu'on va parler de monnaie, il faut qu'on ait notre propre monnaie, il faut qu'on ait notre propre défense. Nkrumah a parlé de ça dans l'Afrique doit s'unir. Donc, oui, mais ce que je suis en train de dire, il y a des questions qu'il faut résoudre. Et si on est d'accord sur l'idée de panafricanisme qui est en train d'émerger aujourd'hui, maintenant, là, on peut s'asseoir pour dire, bon, tiens, mais pourquoi on n'arrive même pas, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire et le Burkina n'arrivent pas à travailler sur pied, à mettre sur pied un système, par exemple, pour harmoniser, par exemple les salaires des fonctionnaires, par exemple. Voilà. Ou bien, j'étais allé au Ghana et j'ai été choqué de voir que j'ai voulu ouvrir un compte au Ghana avec mon passeport CEDEAO. On m'a dit que je ne peux pas. Au Ghana. Et que c'est pour ça, ce sont ce genre de choses que les gens qui pensent que le panafricanisme ne peut pas se réaliser, c'est ce qu'ils utilisent. Non, monsieur, vous ne pouvez pas ouvrir un compte au Ghana ici parce que vous n'êtes pas résident. J'ai le passeport CEDEAO, je peux voyager, mais comme je ne suis pas résident, je ne peux pas ouvrir un compte au Ghana. Donc, je veux dire que c'est des détails comme ça que nous devons régler d'abord avant de parler de monnaie unique. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Bien sûr qu'il nous faut une monnaie unique et qu'il faut sortir du franc CFA. C'est une question de temps. Tôt ou tard, cela va arriver. Et l'idéal, ce n'est pas que chaque pays ait sa monnaie. L'idéal, c'est qu'on arrive à voir comment est-ce qu'on peut avoir une monnaie africaine
il y a des gens qui y travaillent, mais naturellement, ce projet verra le jour, tôt ou tard, un jour. Et il y a votre sœur qui vous retrouve, Flore Niaka, qui dit, par exemple, loin des yeux, près du cœur, nous t'aimons, grand frère. Voilà, donc c'était juste ça. Il y a une question que quelqu'un a posée. Pourquoi les intellectuels africains vivant à l'Hexagone laissent-ils l'Afrique agoniser? Est-ce vrai que les intellectuels africains n'ont pas pris leurs responsabilités face à la reconstruction de l'Afrique? Je vais être en partie d'accord avec la personne qui a posé la question. Je vais vraiment. Je dis bien en partie. Parce qu'il y a des gens, il y a des Africains, c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais voilà, mes amis et moi, nous travaillons, et il y en a bien d'autres ici qui travaillent. C'est vrai qu'on aurait voulu voir une masse critique, un groupe beaucoup plus important. Je vais profiter de cette question pour parler d'un débat que j'ai souvent avec des camarades qui sont au Fonds monétaire international. Un jour, je parlais avec un jeune qui travaille là-bas, pour qui j'ai beaucoup de respect, et on a parlé de la question de la souveraineté. Ah oui, bon, moi je pense que bon, c'est pas la peine de parler de souveraineté, parce que quand on parle de souveraineté, on va déclencher la guerre, et les Occidentaux vont venir nous détruire. Il y a toujours cette question. Voilà, oui, donc c'est pas la peine de parler de souveraineté. Je leur dis, bon, comment est-ce qu'on peut éveiller les consciences de nos populations si on ne parle pas des choses et des valeurs auxquelles les populations doivent croire pour que l'Afrique puisse changer? Parce que ce que les gens oublient, c'est quoi? Et je dis à mes amis, je dis, mais vous pouvez être au travail aux Nations Unies, vous pouvez travailler à la Banque mondiale, vous pouvez travailler au Fonds monétaire international et parler de la souveraineté, peut-être pas de la même façon que moi, ou bien nous qui sommes en dehors de ces institutions. Mais quand les gens arrivent à créer un système au point que les Africains eux-mêmes s'auto-censurent. À un moment donné, on avait fait, en 2008, on voulait faire une conférence quand Obama est devenu président. On a fait un séminaire à Sankofa à côté de Harvard, où j'ai fait mes études. Ah, Bignaka, on veut te soutenir. Mais il ne faut pas parler de panafricanisme. C'est un concept qui est galvaudé. Et que, bon, si tu parles de panafricanisme, les Blancs vont venir, ils vont te tuer. Et bon, nous, on veut te soutenir, mais on n'a pas envie de mourir. Vous-même, vous constatez que les Africains sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Surtout ceux-là qui travaillent dans les institutions internationales. Qui doivent pouvoir d'ailleurs, qui sont éclairés, mais qui s'auto-censurent. Mais ils ne sont pas tous. Il y a quelqu'un qui, ce n'est pas mon ami, je n'ai pas de relation avec lui, mais il y en a quelques-uns, et je vais citer un. Et ceux qui veulent lire sur le CFA, qu'ils aillent lire le piège monétaire, sortie du piège monétaire de Célestin Monga, Camerounais. Il y en a d'autres. Il travaille à la Banque mondiale et puis il a écrit son ouvrage sur le CFA. C'est un bel ouvrage que je souhaiterais que les gens aillent lire. Mais ils ne sont pas nombreux et on souhaiterait que les gens aient le courage de revendiquer leur dignité africaine, de revendiquer leur attachement à la terre d'Afrique. Et c'est ainsi que nous pouvons faire le travail ensemble. Sinon, on va trouver que c'est des radicaux qui sont en train d'attaquer les Occidentaux. Mais non, nous sommes en train de parler d'une question de dignité et de survie. Comment est-ce qu'on peut nous dire que l'Afrique est développée dans nos rapports avec la France quand plus de 50% des populations de chacun des 14 pays africains vivent dans la pauvreté? C'est un système qui ne marche pas. Donc, pour cela, on estime que chacun de nous doit exprimer la révolte de soi. Chacun de nous doit devenir le changement qu'il veut voir. Et il ne faut pas rester dans son salon ou bien à la Banque mondiale pour faire des critiques sur Facebook ou bien sur Twitter. Chacun de nous doit apporter sa contribution. C'est ce que les autres ont fait. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, la Chine peut devenir ce qu'elle est devenue quand il y a eu la victoire de la révolution de Mao en 1949. Et donc, quand il a posé les fondations, tout a été fait pour que la Chine échoue. Mais ils ont compris qu'à un moment donné, que c'est dans la dignité, dans le respect de leurs valeurs à eux, et c'est dans la capacité à eux de survivre et de trouver les mécanismes d'affronter les Occidentaux ou de coopérer avec eux. C'est ainsi que le Japon et la Chine sont devenus ce qu'ils sont devenus. À vous entendre, vous évoquez là l'engagement individuel, l'engagement citoyen individuel de chaque Africain. Est-ce que le véritable problème aujourd'hui en Afrique, au-delà de la situation avec les États, les anciens pays colonisateurs, au-delà de l'Afrique, c'est pas l'incivisme africain, l'indiscipline dans certaines situations qui fait que l'Afrique peine à se retrouver? Oui, ça fait partie. On est confronté à une panoplie de problèmes. Il y a le néocolonialisme.
il y a l'interférence des Occidentaux. Maintenant, il y a la Chine. Même si la Chine nous donne le pouvoir de choisir entre la Chine, la Russie et le monde occidental, mais les compagnies chinoises qui viennent en Afrique ne viennent pas pour développer l'Afrique, elles viennent pour faire du profit. Alors, donc on a tous ces problèmes, mais il y a aussi nos problèmes à nous. Et merci pour la question, parce que nous faisons partie d'une catégorie de panafricanistes. Au même moment où on voit les travers des sociétés occidentales dans leur désir de nous subjuguer, nous voyons aussi nous-mêmes nos propres faiblesses. Voilà. Et donc c'est important de mettre l'accent là-dessus. Et de quoi je vais parler? Si Alassane Dramane Ouattara, on peut estimer qu'il est venu pour servir les intérêts des Occidentaux, et que Macky Sall est venu pour servir les intérêts des Occidentaux, et puis on peut citer bien d'autres leaders. Mon message, c'est que tout en connaissant le contexte d'oppression contre lequel, qui opprime, chacun de nous, en tant qu'individu, en tant que citoyen, chacun de nous, en tant que membre d'une communauté, nous devons pouvoir nous organiser comme les Akis l'ont fait, comme les Agnis l'ont fait, à un moment donné, au temps de la paix, en Côte d'Ivoire, où les gens eux-mêmes construisaient leurs écoles, ils construisaient leurs maisons, des choses de ce genre. Il y a une coopérative en Côte d'Ivoire qu'on appelle Kopiagui. Un exemple, il y en a un certain nombre. Sans les moyens de l'État, sous Gbagbo, sous Ouattara, la Kopiagui, cette coopérative, ils se sont organisés pour avoir leur hôpital, pour avoir leur école primaire, pour avoir même un lycée en pleine campagne en Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire, il est temps pour nous d'aller au-delà de la dénonciation de nos leaders. On doit s'organiser pour les dégager s'ils ne sont pas en train de servir les intérêts de l'Afrique, mais chacun de nous doit se sentir interpellé. Et chacun de nous doit devenir ce citoyen-là qui vient pour devenir le changement qu'il veut voir, afin de pouvoir être un agent de changement. Et si 1 plus 1 plus 2 plus 2 et 4 plus 4, c'est ainsi qu'on va commencer à créer des communautés vertueuses. Voici aussi une partie du message que j'ai pour les Africains. Comment le réussir, surtout qu'on voit que les mêmes Occidentaux, les mêmes réalités occidentales, à travers les médias, bombardent notre jeunesse, les enfants, dès le bas âge, enfin, et à un certain âge, qui ne sont pas interdits par rapport à tout ce flux médiatique, de tout le contenu médiatique qui leur est servi depuis aujourd'hui. Est-ce que l'Africain lui-même se prend pour modèle? Oui, et c'est ça, c'est une très bonne question encore, Herman, très bonne question. Mais voilà ce qu'il faut voir. Le Portugal n'est plus une puissance impériale. L'Espagne n'est plus une puissance impériale. Ils ont encore quelques multinationales qui se débrouillent ici et là. L'Angleterre est en train de tomber en tant que puissance impériale. L'Amérique est encore l'empire. Mais le pays qui nous fatigue en Afrique, aujourd'hui là, c'est la France. Donc, comment faire tomber la France? Donc, dans notre stratégie, notre génération, c'est-à-dire que la responsabilité historique que nous avons, c'est de réduire au maximum l'influence de la France en Afrique. Comment le faire? D'abord, ceux qui sont éclairés, ou ceux qui ont la vision, ou ceux qui pensent qu'ils doivent travailler par rapport à cela, doivent être beaucoup plus sérieux. Ils doivent être beaucoup plus sérieux. Expliquez-vous. Parce que j'ai constaté que même les panafricanistes ont du mal à travailler ensemble. Je parle de la conférence du Ghana, et je l'ai dit que des gens qui n'avaient pas travaillé ensemble, pour la première fois, travaillaient ensemble. Donc imaginez ce qu'on aurait pu réaliser il y a 5 ans, il y a 6 ans, ou il y a 10 ans, si ceux qui se sont rencontrés au Ghana avaient commencé déjà à travailler ensemble. Et pourquoi ce blocage? Bien sûr, cela fait partie des faiblesses des hommes. Un peu de compétition, un peu de jalousie, un peu d'envie, bon, donc un peu d'ego, un peu de vanité. Ça aussi, ça fait partie des faiblesses des hommes qui fatiguent les mouvements des hommes sur cette terre et qui fatiguent les Africains. Nous, on a lancé le forum du panafricain
par rapport à ma génération, mais quand il y a eu la crise post-électorale ici en 2010-2011, des gens à un moment donné sont sortis de nulle part, et au lieu de chercher à suivre ceux qui travaillent sur ce genre de choses pendant au moins 25 ans ou même 20 ans, ils ont créé même leur propre association pour devenir des leaders, sans avoir les compétences pour pouvoir lutter. Aujourd'hui, là, beaucoup d'entre eux sont rentrés en brousse. Donc ça fait partie des faiblesses des Noirs et des Africains, des hommes en général, mais plus particulièrement des Africains. Maintenant, autre élément, si nous devenons beaucoup plus sérieux et que nous apprenons à travailler ensemble, que nous arrivons à bâtir une nouvelle unité, pour moi, c'est le gage que nous sommes crédibles, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut rentrer dans les chantiers. Bon, il faut qu'on ait une monnaie commune, il faut qu'on arrive à faire sauter les frontières. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que moi, je ne suis pas dans les déclamations et dans les déclarations. L'Afrique doit être unie, on n'a qu'à faire sauter les frontières, l'Afrique... Non, je ne suis pas de ça. Moi, je suis un homme pratique. Quelles sont les étapes concrètement? Ça, c'est la vérité, quelqu'un qui nous suit. Quelles sont les différentes étapes pour parvenir à cette unité africaine de façon concrète dans votre vision des choses? Non, j'arrive. Dans la vision, c'est vrai que la conscience est en train de monter. Les gens sont en train de lire davantage avec ce qui est arrivé à Gbagbo et à Kadhafi, sur ce qui est arrivé à Lumumba et bien d'autres. Donc déjà, les gens sont en train de se former. Et ceux qui lisent doivent lire davantage. Nkrumah a écrit 14 ouvrages, Dubois a écrit 20. Donc on doit pouvoir lire pour s'éduquer. Tout ce que nous sommes en train de dire là, nous on vient pour ajuster un peu. Je parlerai un peu plus tard de la vision que j'ai du panafricanisme dans quelques instants. Mais ils ont déjà écrit. Ce que je dis et que les gens doivent comprendre, on ne se lève pas un matin pour unifier tout un continent ou même pour unifier 13 pays africains. C'est dans l'élévation de notre conscience, dans l'élévation de notre humanisme, chacun de nous là, qu'on peut commencer à dire comment est-ce qu'on s'organise pour faire ceci ou cela. Maintenant, un élément que j'ai failli oublier, c'est vrai, j'ai parlé de différents mouvements, j'ai parlé de quelques leaders, de tout ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle. Mais Facebook aujourd'hui, l'émission que tu es en train de faire, que tu es en train de faire actuellement, mais c'est une contribution majeure. Les gens ne savent pas faire attention à ce qu'ils appellent les petits commencements. C'est une contribution qui est majeure. Ce que nous lisons aujourd'hui de Lumumba, ça s'est passé il y a 50 ans. Mais avec les médias, avec la révolution technologique, des milliers nous regardent et donc nous sommes en train de contribuer à l'éducation de nos populations. Je vais parler de l'Afrique Média. Parce que dans le combat que nous devons faire, on doit pouvoir créer nous-mêmes des structures que nous contrôlons dans les divers secteurs de la vie, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des médias, dans le secteur de l'information, dans le secteur de l'innovation technologique. On doit pouvoir le faire. Et nous avons pris le chemin de cette longue route vers la rédemption de l'Afrique et on estime qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous allons être, les gens vont nous rejoindre pour que nous puissions avoir la même conception des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc Afrique Média est en train de faire un travail extraordinaire. J'ai parlé avec un groupe de panafricanistes à Abidjan qui m'ont contacté. Ah oui, bon, c'est vrai, il y a eu la crise ivoirienne, mais c'est ceux qui ont fait même, et puis nous avons épousé le panafricanisme là, c'est Afrique Média. Donc le travail est en train de se faire. Maintenant, le temps vient, et le temps viendra, quand ceux qui ont un plan par rapport à la réalisation concrète de l'Afrique, le temps vient où on va s'asseoir autour d'une table, et Ghana était une étape, Burkina Faso en octobre est une étape, parce que nous allons célébrer les 30 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, et il y aura certainement aussi d'autres conférences au Cameroun. Nous sommes en train de travailler et on le fait dans la discrétion sans tapage et ce n'est pas tout qu'on met sur la place publique. Avant de vous proposer une contribution de quelqu'un qui nous suit, Ludovic André, je voudrais savoir, vous qui parlez aujourd'hui des mouvements panafricanistes qui travaillent souvent de façon isolée parce que vous rappelez les égos de chacun. Qu'est-ce que concrètement aujourd'hui au niveau de votre ONG panafricaniste, quelles sont vos relations avec le mouvement de Kémy Seba par exemple? C'est une bonne question. Très bonne question. Kémy Seba à 33 ou 35 ans, nous on a déjà dépassé les 45 ans, 50 ans. Mais c'est moi là je cherche Kémy Seba. C'est-à-dire que quand lui il fait son travail là, il ne peut pas s'asseoir pour dire, mais quels sont ceux qui sont venus avant moi qui font ce que je fais? Il n'a pas, en tout cas, moi, il ne m'a jamais contacté. J'ai même cherché à le contacter en passant par Alain Toussaint, mais ce n'est jamais arrivé.
Donc c'est pour vous expliquer qu'il y a un souci. Ce n'est pas que je serais été flatté s'il m'appelle, mais c'est par rapport au travail. Donc je donne son nom. Je parle aussi de Hamzat Boukari Yabara, un autre jeune de 35 ans. J'ai son ouvrage ici. Si vous voulez lire en français un ouvrage sur le panafricanisme, le plus à jour, c'est le livre Africa Unite de Hamzat Boukari Yabara. Il a parlé, c'est un bel ouvrage que je suis en train de lire moi-même, que j'ai acheté. Il arrive jusqu'à Sankara, Mandela, Thabo Mbeki, Kadhafi. Un très bel ouvrage. On a un ami en commun. Bon, dis à Hamzat, je vais parler avec lui. J'appelle, donc on se met en contact, on parle. Oui, Hamzat, voilà le travail que vous faites, la Ligue Umoja panafricaine en France. Donc je souhaiterais que, bon, voilà, qu'on puisse collaborer, se connaître, des choses de ce genre. Mais Hamzat, est-ce que, bon, tu es familier avec le travail que mes amis et moi nous faisons? Hamzat répond non. Or, moi, je suis familier avec son travail. Tous ceux qui parlent de panafricanisme, quand je peux, ou mes amis et moi, quand on peut là, on va lire comment ils réfléchissent, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Mais je te donnerai l'exemple de l'autre, comment il s'appelle, je n'ai pas dit son nom, du Burkina Faso, le rappeur métis. Il a fait, j'ai oublié son nom. Le camarade de Sams Kaleja, Smokey. Ils ont fait un travail extraordinaire au Burkina. Moi, je suis ici à cause du travail que nous faisons par rapport à Thomas Sankara. Quand il y a eu un problème qui se passe au Burkina, là, quand les médias américains, pour ceux qui veulent que je cite un, quand la Voix d'Amérique, dans leurs différents programmes, ils ont envie de parler avec quelqu'un sur le Burkina, là, s'il y a 2 personnes qu'ils appellent à DCC, là, je fais partie de ces 2 personnes. On a même aidé les Smokey à passer sur Al Jazeera. On l'a aidé à passer sur la Voix d'Amérique. Mais quand moi je n'appelle pas Smokey là, Smokey va jamais composer mon numéro. Comment eux ils voient comment ils voient ce travail de panafricanisme? Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait? Dans toute humilité, sans ego, parfois notre ego est un peu touché, et puis sans vanité, on les approche un à un. C'est comme ça que j'ai voulu entrer en contact avec Kémy Séba. Si déjà vous qui êtes des chanteurs. Non, j'arrive. Ce n'est pas comme mon idée. Voilà, oui. Vous qui êtes les chantres du panafricanisme, vous mettrez ces bâtons dans les roues. Comment est-ce que la population africaine que vous invitez à vous suivre, à épouser le panafricanisme, comment est-ce que cette population africaine va se sentir? Elle ne sera pas un peu confuse? Oui, parce que c'est-à-dire que le problème, moi aussi, si les gens veulent, ils peuvent me faire des reproches. Parce que quand certainement, ils en ont aussi. Non, pas eux. Pas eux. Parce que eux, là, moi, je les ai appelés. D'autres personnes peuvent me faire des reproches, mais pas eux. Voilà. Et par exemple, quand on a lancé notre mouvement en 2007, je vais expliquer pour vous un peu les problèmes que nous avons en tant que Noirs. Donc, on a lancé notre forum en 2007. Donc, pour moi, bon, c'est pour le panafricanisme. J'ai eu la vision, en regardant un jour la télévision avec Tavis Smiley qui avait fait The State of Black America. C'est ce qui m'a inspiré. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut organiser les Africains pour voir le panafricanisme? Maintenant, là, on n'a pas le temps de faire le congrès de Dubois, de Kwame Nkrumah, parce qu'ils étaient à un autre niveau. Et c'est comme ça qu'en regardant l'émission de Tavis Smiley, The State of Black America, une fois à l'année, les gens réunissaient les leaders noirs et les gens parlaient de l'état de l'Amérique noire aux États-Unis. J'ai dit, mais tiens, c'est des choses comme ça que nous devons faire. Mais au lieu de faire une fois par an, nous allons faire des conférences de façon permanente. J'en parle à ma compagne qui était un grand pilier, j'en parle à mes amis, les gens disent oui. Et c'est comme ça que nous avons trouvé le nom de Revival of Pan-Africanism Forum, le forum pour le réveil du panafricanisme. Parce qu'en ce moment-là, c'était encore un mouvement qui était dormant. Et donc, ceux qui veulent savoir, qu'ils avaient fait les recherches, donc on a fait le travail. Donc quand j'ai rencontré des Noirs américains, pour moi, ils allaient soutenir un jeune Africain qui parle de panafricanisme. Mais non, quand je dis jeune, par rapport à eux, parce qu'il y en a qui ont 70 ans. Mais non, les gens ne vont pas venir. Et à un moment donné, tu te rends compte qu'ils se disent que comme eux, ils étaient là avant, on ne doit pas venir avec une approche nouvelle, on doit se soumettre à leur façon de faire, mais qui peut être limitée. La preuve, quand nous avons lancé notre forum et puis nous avons fait tout ça, ce que nous avons fait aujourd'hui, ils sont là, mais quand les gens ont envie de parler avec des gens sur le panafricanisme, humblement, c'est nous que les gens appellent
parce que nous avons une stratégie de lutte pour pouvoir contribuer au réveil du panafricanisme. On ne va pas rester sur non, c'est important. Non, c'est important. Je vais expliquer, je vais terminer. Je vais terminer. Ces polémiques-là, non, je vais terminer. Avoir un autre cadre pour en parler. Non, je vais terminer. Je vais terminer parce que c'est important. Alors, une noire américaine qui est mon amie vient un jour à une de nos conférences. Et après, je la trouve, elle a une attitude un peu bizarre. Et puis elle me dit, mais non, que mon attitude que j'avais, je vais t'expliquer, c'est que je me dis, mais tiens, nous on est ici, là, c'est toi qui vas venir de l'Afrique pour nous montrer le chemin. Les gens ont ce genre de réaction. Aujourd'hui, nous on prend tout ça en compte. Et on se rend compte que pour pouvoir apporter quelque chose aux Africains ou aux Noirs, il faut être guidé par un esprit d'humilité. C'est ce que je vais dire. Et c'est ainsi que nous, on fait notre travail. Nous étions au Ghana. L'interview que nous faisons en parlant du forum qui s'est passé au Ghana, je n'étais pas un organisateur, mais je suis en train de contribuer à ce que les gens arrivent à comprendre que c'est ainsi que nous devons travailler. Même si on n'est pas au centre d'une action, on peut y contribuer en faisant la promotion de cette action. Ma suggestion, c'est que vous continuez d'approcher Kémy Séba, d'approcher tout ce que vous avez cité et qui sont aussi des chantres de ce panel. L'objectif, c'est que l'Afrique se retrouve. Et je vais vous lire cette contribution de Ludovic André-Pierre Fontaine qui dit, pour réussir le panafricanisme, il faut d'abord réussir le nationalisme. Selon lui, or les Africains ont encore les gènes du tribalisme en eux, tout comme les Européens et le reste du monde. L'humanité a été un théâtre de guerre tribale qui fondait les sociétés. Je ne connais pas l'histoire des Asiatiques, mais c'est ce qui fait que le crew ne peut pas accepter qu'un Mandé soit un chef, tout comme un Akan. Il veut parler des alliances interethniques, certainement. Donc voilà cette contribution-là. Mais on va aller un peu plus loin. Il y a dans ces... Je veux dire que c'est beaucoup plus théorique aujourd'hui de penser, lorsqu'on voit les rencontres, les réflexions d'intellectuels que vous proposez, de façon concrète dans l'action. Vous avez dit aujourd'hui que vous, c'est pas l'histoire de finir avec le franc CFA de façon systématique qui vous intéresse, mais comment amener la population par des réflexions à épouser cela. Mais vous ne pensez pas que depuis tous les leaders que vous avez cités, depuis Kwame Nkrumah en passant par la Sankara jusqu'à maintenant, c'était ces réflexions, on peut dire qu'ils n'étaient pas dans leur phase active, qui étaient encore des réflexions d'intellectuels qui sont aujourd'hui, comment on appelle les recettes de cette campagne pour le panafricanisme. Il faut peut-être que l'Afrique a besoin, les Africains ont besoin d'action, notamment voir que le franc CFA puisse disparaître. Peut-être ça serait un départ. Oui, je vais répondre d'abord à Ludovic qui parlait de... vous réagissez rapidement par rapport bon, oui, moi, Nkrumah l'a dit. S'il parle du nationalisme, nous parlons du nationalisme panafricain. Vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est le nationalisme panafricain qui transcende les micronationalismes. Voilà. Si on se considère africain, ici aux États-Unis, quand les gens nous regardent, là, ils ne cherchent pas à savoir si tu es Igbo, ou bien si tu es Yoruba, tout le monde. Que l'Afrique, c'est un seul pays. Tu es un nègre, qu'on peut subjuguer à tout moment. Donc voilà, ça pour répondre. Donc c'est le panafricanisme, le nationalisme panafricain que nous pouvons promouvoir. Ça, c'est pour réagir par rapport à la condition de Ludovic, qui est une très bonne contribution. Maintenant, Malcolm X, Malcolm X, Malcolm X ou bien Malcolm X, qui lui a créé en 1964 l'organisation de l'unité afro-américaine à l'image de l'organisation de l'unité africaine qui a été créée en Afrique en 1963 et qui à un moment donné est devenu un grand champion du panafricanisme, qui a même rencontré Nkrumah. Malcolm X a dit, je ne sais plus à quel moment, il a dit que l'une des erreurs qu'ils ont commises là, c'était de chercher à organiser leur peuple avant de les éveiller. Est-ce que vous voyez la nuance? Connaître les peuples avant de les éveiller. Non, il faut éveiller d'abord la conscience des peuples avant de chercher à les organiser. On se lève tout à l'heure, on dit, bon allez, Samuel Lery et Zadi Kessi a écrit un petit ouvrage que j'ai lu après ma thèse. Quand je parle toujours de cela, parce que ça m'a tellement impressionné. J'ai fait ma thèse. Zadi Kessi. Okay. J'ai fait ma thèse en 2009 par rapport à l'approche que j'avais. Des gens ont trouvé que c'était une contribution importante.
C'est vrai que bon, la langue n'est pas, l'anglais n'est peut-être pas ma première langue, mais il y a certainement des imperfections, mais ceux qui suivent le domaine des sciences sociales trouvaient que c'était un peu différent. Donc, je pouvais avoir un sentiment de fierté jusqu'à ce que je lise l'ouvrage de Zadig Kessi. Mais où dans son ouvrage, il est en train de parler de développement communautaire à Soubré. Et je parle toujours de ça aux gens. Et ça nous ramène à la question de l'incivisme dont tu as parlé. Où il est allé en tant que cadre, organiser les cadres de sa région pour que les gens puissent travailler par rapport au développement de leur région. Patron de Sodeci, il a les moyens, contact à l'étranger partout, il réunit les gens du village. Et puis, pour ne pas être plus loin, pour ne pas aller plus loin, ceux qui vont le combattre là, c'est les cadres du village. Et il a écrit ça noir sur blanc. Parce que il est en train de les overshadow. Parce qu'il est en train d'être l'homme autour duquel la communauté allait se réaliser. Oh, ils ont les ambitions personnelles. Premier élément. Mais deuxième élément, beaucoup plus important, il dit que quand ils retournent, ils ont fait des champs de palmiers à huile. L'école, les écoles qui ont été construites, les gens ont laissé mourir les écoles qui ont été construites. Tout simplement parce que c'est Zadig Kessi. Non, là maintenant c'est le deuxième niveau. Simplement parce qu'ils n'ont pas compris la notion de développement. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ont cassé, ils ont coupé les arbres de palmiers à huile là. Pourquoi? Il faut deviner pourquoi. Pour boire le bangui. Pour boire le bangui. Et le vin de palme. Et donc son ouvrage là, ça m'a tellement plu. C'est pour dire que même si aujourd'hui même on enlève les Français, c'est ça que les gens doivent comprendre. On enlève les Français. Mais avec le niveau d'éducation que certaines de nos populations ont là, on risque de replonger encore dans une gadoue. Et nous, notre travail, c'est pour ça que quand les gens viennent pour dire oui, concrètement, le problème, ce n'est pas le concrètement. Nous y réfléchissons. Les Nkrumah est écrit, les Dubois est écrit. Nous, on vient pour ajuster. Mais la question, c'est qu'on veut voir un grand nombre d'Africains qui adaptent le panafricanisme comme la religion politique. Comment est-ce que la population africaine accueille le projet et le projet. C'est ce que les Chinois ont fait. C'est ce que les Chinois ont fait. Quand les Chinois viennent en Afrique, et puis ils font les travaux, et puis ils disparaissent dans la nature. Ou bien que les Chinois arrivent, et puis à un moment donné, on commence maintenant à voir les filles chinoises. Tout ça, ça fait partie d'une stratégie globale. Et c'est ça qui nous manque. C'est pour ça que pour nous, c'est la vision panafricaniste qui doit être au cœur de nos projets. Et écoute ceci. Donc si on est d'accord que c'est la vision panafricaniste, cela veut dire quoi? Tu es infirmier. Pendant que toi, tu es en train de soigner les gens et que tu penses qu'il faut... tu es un agent de l'avancement du panafricanisme et que tu es l'expression de l'humanisme, en tant qu'infirmier, là, tu dois pouvoir montrer de la solidarité à l'égard, à l'endroit de tout ce qui est africain. Si tu es un inventeur, c'est la même chose que tu fais. Et si tu es un écrivain, c'est la même chose que tu fais. Et si tu es un politicien, c'est la même chose que tu fais. Donc nous voulons voir la propagation et l'expansion de cette vision panafricaniste à travers les divers secteurs de la société. C'est quand on a fait ça là, quand on a compris là, comme Sankara là, quand on sème là, c'est pour manger, se nourrir, nourrir sa famille, nourrir sa communauté. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà la nuance, c'est ce que je voudrais que les gens comprennent. J'allais vous poser une question qui est beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, vous les panafricanistes, quel regard portez-vous sur les chefs d'État que nous avons dans leur gestion, dans leurs relations avec les uns les autres et leurs relations même avec... Est-ce que ces initiatives qui prennent sont favorables à vous sentez venir leur envie pour le panafricanisme, pour l'unité africaine? L'Afrique est en train de changer. L'Afrique est en train de changer. Et c'est vrai que, bon, Ouattara n'est pas Blaise Compaoré. C'est-à-dire, même s'ils ont utilisé la violence, Ouattara aurait voulu faire quelque chose à la tête de la Côte d'Ivoire. Il voulait. Mais d'abord, il a échoué à cause de la méthode qu'il a choisie, à cause lui-même de ses faiblesses, parce qu'il a un esprit de vengeance qui est trop fort, et puis aussi parce qu'effectivement, quand on recrute des mercenaires qui sont plus de 80 000, et quand on arrive au pouvoir, il est difficile de gérer. Donc, mais sinon, Ouattara aurait voulu faire quelque chose pour dire que, bon, il a fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est différent de Blaise Compaoré qui, lui, voulait servir les intérêts des Occidentaux
pour revenir même à Ouattara, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quels sont les signes? Il y a des éléments. Par exemple, pourquoi il ne veut pas faire le métro urbain? Le métro urbain, il veut faire 1000 milliards de francs, pourquoi il ne veut pas faire? Mais je crois bien qu'il a donné son accord. Mais comment? Il a été convoqué par Macron. Ce que je vais dire, en prenant l'exemple de Ouattara, et je parle aussi de l'exemple même de Macky Sall, ils ne vont pas venir à parler des Occidentaux comme nous. C'est l'erreur que les leaders africains font. Et aussi, c'est aussi la même erreur que Gbagbo a commis, cette erreur. Parce que, aujourd'hui, là, qui sait, je l'ai dit, j'ai rencontré les collaborateurs de Gbagbo au Ghana. Qui sait aujourd'hui, est-ce qu'on peut me dire dans un ouvrage, le système de la France-Afrique, comment Bouygues, Bolloré, comment ils arrivent à corrompre les leaders politiques, comment ils arrivent à contourner peut-être Domelo Bennett, ou bien à aller contourner le président. Qui a expliqué ça dans un ouvrage? Personne. Comment la population va savoir? Laurent Gbagbo voulait certainement l'indépendance économique de la Côte d'Ivoire. Le troisième pont, c'était trop cher. Non, on ne peut pas donner ça à Bouygues, on va donner ça aux Chinois. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Mais parce qu'à un moment donné, la pression tombe sur Gbagbo. Quand, je peux le dire, et pas pour le défendre, parce que ceux qui veulent le défendre peuvent le défendre. Je parlerai de ces critiques quand je peux le faire. Mais Laurent Gbagbo, le Bennett, les gens voulaient faire le transfert de la capitale. Pourquoi ça n'a pas été fait? Et ça, je le dis souvent à ceux qui critiquent Gbagbo. Oui, il a parlé de telle chose, mais il n'a rien fait. Gbagbo, ça, je peux le dire. Il a eu des faiblesses, il y a des choses sur lesquelles il devait être dur. Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi il n'a pas fait le transfert de la capitale? Comment est-ce que ça devait être fait? Les 17% qu'on reçoit pour l'argent du pétrole. Les experts ivoiriens ont démontré aux Blancs et à tous ces gens-là qu'avec les recettes de 17% qu'on reçoit du pétrole, là, on peut faire le transfert de la capitale, on n'a pas besoin de l'argent des Occidentaux. L'ambassadrice des États-Unis convoque des autorités ivoiriennes. Je ne parle pas du président. Mais non, mais on ne peut pas faire des grands chantiers en temps de guerre. Je sais ça comment? Parce que je parle avec eux. Ce que je vais dire, c'est que Kalis Beyala, il y a une vidéo sur YouTube, Kalis Beyala dit qu'un jour il a été appelé par Bongo, qui est un grand France-africain. Elle a été appelée par Eyadema. Entre les deux, elle dit qu'il y a un qui lui a parlé pendant 4 heures de temps. Ça est sur YouTube. Et les deux chefs d'État qui sont en train d'expliquer comment les Français font tout pour détruire toute initiative d'autodéveloppement ou bien d'autodétermination. Voici les réalités dans lesquelles nos leaders sont. Oui, critiquons Alassane Ouattara. Moi-même, je veux qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir parce qu'il ne sait pas les intérêts de la Côte d'Ivoire. Je veux qu'Alassane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire et quitte le pouvoir parce qu'il a divisé la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est un pion du néocolonialisme. Mais en même temps, je sais aussi que Alassane Ouattara, Macky Sall et même Condé, ils ont envie de faire des choses. Mais le système néocolonial est tellement fort qu'à un moment donné, ils isolent les leaders de leur population. Et quand on s'énerve, comme ce qu'ils font, c'est opaque, et que c'est dans le souterrain, donc la seule colère que nous avons, oui, il faut aller attaquer Macky Sall. Donc c'est, voilà, parce que même quand on explique les problèmes de la circulation d'argent, quand on vous explique, quand Gbagbo arrive au pouvoir, mais je vais donner ce détail, puis on va peut-être continuer. Quand Gbagbo arrive au pouvoir, qu'à un moment donné, le ministre de l'économie, Boumboabré, les gens trouvaient de l'argent, ils cherchaient à trouver de l'argent qui venait de certains marchés financiers, mais qui n'étaient pas les marchés financiers contrôlés par les Français. On les a appelés, on dit, mais on souhaiterait que la circulation d'argent puisse respecter les circuits traditionnels de circulation d'argent. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Pour ne pas les gens, c'est pour dire que quand on sait tout ça, oui, combattons Macky, combattons Ouattara, combattons tout, les Kagame, tout, mais en même temps, il faut qu'on arrive à voir les choses de façon dialectique. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Et aujourd'hui, Ouattara a échoué. Il a mis, les Blancs l'ont mis là, ils ont fait tout. Aujourd'hui, le Soro Guillaume qui disait qu'il était venu pour faire une nouvelle ordre politique en Côte d'Ivoire, aujourd'hui veut certainement entrer dans un conflit de lutte armée contre Alassane Dramane Ouattara. En d'autres termes, ils ont bâti leur idéal sur du faux. Ils se sont appuyés sur les Français. Et aujourd'hui, les Français vont les laisser s'entretuer. Pourquoi? Et ça encore, ça va servir encore les intérêts des Occidentaux. Donc nous, quand on comprend cela, on ne va pas venir au secours de Soro Guillaume. On ne va pas aller au secours de Alassane Dramane Ouattara. Mais en même temps, on va dire, oui, ce que Ouattara a pu faire là, si c'est aussi infime que ce soit,
si on peut prendre ça pour avancer, ce que Gbagbo a fait là, aussi infime que ce soit qu'on peut prendre pour avancer, c'est la même chose que nous faisons avec les panafricanistes réels, Nkrumah, Lumumba, Thomas Sankara et bien d'autres. Ok, nous sommes en train de partir à la fin de notre émission. La question aujourd'hui, c'est juste votre regard personnel. Vous êtes ivoirien d'origine, c'est bien cela. Vous êtes ici aux États-Unis. Il y a 2020, Alassane Ouattara qui a amorcé depuis 2015 son deuxième mandat. Comment voyez-vous pour votre pays les enjeux des élections de 2020? Bon, moi, je n'aime pas trop parler de 2020. Voilà, mais je vais, pour moi, le plus important, c'est que l'histoire s'accélère en Côte d'Ivoire. C'est ça, moi c'est mon rêve, ça. Que l'histoire s'accélère en Côte d'Ivoire en tant que panafricaniste et que Alassane Ouattara ne soit plus au pouvoir. Et que aucun de leur génération ne soit au pouvoir. En fait, je veux parler de leur groupe. Et que la Côte d'Ivoire soit renouvelée. Et que ceux qui ont des idées novatrices arrivent à émerger. Parce que Soro Guillaume, qu'est-ce que Soro Guillaume peut faire à la tête de la Côte d'Ivoire? Il a dirigé la rébellion pendant 10 ans. La rébellion a appauvri le nord plus que le sud. Donc si Ouattara a échoué là où il est, ou dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est pas Soro Guillaume que le pauvre, s'il est courageux, téméraire, il a un sang-froid, il est capable de liquider ses adversaires. C'est pas lui qui ne comprend pas les grands enjeux du monde là. C'est pas lui qui va venir sauver la Côte d'Ivoire de demain. Donc pour moi, quand cette génération va passer, et c'est la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est important que je voulais dire, la Côte d'Ivoire va devenir un havre du panafricanisme. La Côte d'Ivoire va devenir cette plaque tournante du panafricanisme. Pourquoi? À cause de plusieurs facteurs. Houphouët-Boigny, au début, je l'ai dit, a combattu le panafricanisme de Kwame Nkrumah. Les historiens disent que c'est lui qui a envoyé le mot la France-Afrique. Il a parlé de l'Eurafrique, de la France-Afrique, quand Nkrumah parlait de panafricanisme. Et donc en 1956, il allait tout faire pour pouvoir disloquer l'Afrique occidentale française et balkaniser l'Afrique. Et quand, après, autour de 1960, quand les gens, en 58-60, il a dit qu'il ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit la vache à lait des pays de la sous-région. Attends, nous avons un appel depuis la France, nous allons prendre. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour monsieur, vous allez vous présenter? Oui, bonjour. Je vais poser une question à l'invité. Allez-y, mais comme il était en train de développer, allez-y, rapidement. Oui. Tout à l'heure, l'invité, il a parlé du renouvellement de la classe politique ivoirienne. Est-ce qu'il veut dire par renouvellement, rajeunissement? Voilà, la question, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Il demande à savoir si, pour vous, renouvellement, est-ce à dire rajeunissement. Comment vous appelez pour que je donne votre nom? Zarathustra. Ok, monsieur Zarathustra. Une bonne question. Moi, je ne dirais pas... c'est vrai que je souhaiterais que les jeunes montent, mais je ne peux pas dire rajeunissement comme cela parce que Mandela est sorti de prison quand il avait 71 ans. Et il est devenu président quand il avait 75 ans. Et il a mis les fondations de l'Afrique du Sud que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a certainement des gens en Côte d'Ivoire, j'en connais certains, qui ont plus de 60 ans. Mais qui ont des idées nouvelles. Des idées nouvelles. C'est-à-dire que pour moi, si quelqu'un a 70 ans, voilà ce que je veux dire à Zarathustra, si quelqu'un a 72 ans, 75 ans, et qu'il peut soutenir l'idéal panafricaniste là, il n'y a pas de souci. Il y a même des gens qui sont jeunes aujourd'hui, ils ont 20 ans, et tu l'as dit tout à l'heure, et puis bon, ils adorent tellement l'Occident qu'on peut même pas leur parler de l'Afrique. Voilà, donc je voulais préciser par rapport à ça, je ne sais pas de quoi je parlais. Alors donc quand cette classe politique va passer, la Côte d'Ivoire, donc on a raté le premier rendez-vous avec Houphouët-Boigny, où la Côte d'Ivoire pouvait être le pays autour duquel on pouvait jeter les bases de la reconstruction de l'Afrique occidentale française. Nous avons une autre question. Mais je vais terminer. Bon, ouais, vous terminé. Voilà, donc la deuxième chose, c'était avec le problème de Alassane Ouattara. Oui, Alassane n'a pas dit la vérité sur sa nationalité. Eh bien, la génération de Gueye, de Gbagbo et de Bédié, Alassane y compris, ils ont raté l'opportunité de jeter les bases d'une Afrique de l'Ouest qui puisse se fédérer autour de la question, par exemple, de la citoyenneté des nationalités. Par exemple, les gens viennent chez nous, ils ouvrent les comptes. Pourquoi on ne peut pas ouvrir des comptes chez vous?
Si vous dites par exemple que un monsieur qui est monarchiste burkinabé peut être ivoirien, il peut être candidat ici, alors on doit se mettre d'accord pour que cette disposition soit générale dans toute l'Afrique de l'Ouest. On aurait pu proposer ça par exemple. Oui. On aurait vu comment ils allaient réagir. On a fait un repli sur soi. Avec les deux guerres, avec la guerre entre l'ivoirité et la Charte du Nord, ça nous a envoyé dans la guerre. Maintenant, la troisième étape, c'est l'étape de ma génération. C'est l'étape de notre génération. Comment voir la Côte d'Ivoire, qui est le microcosme des États-Unis d'Afrique, épouser, c'est-à-dire épouser et embrasser sa mission historique. Parce que chez nous, là, quand on prend 3 familles, il y a 2 là, où il y a quelqu'un qui vient d'une famille traditionnelle de Côte d'Ivoire et quelqu'un qui vient d'une famille d'ailleurs. Ou bien même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ta femme est de quelle région? Elle est de l'Ouest. Elle est de l'Ouest. Et toi, tu es... Non, elle n'est pas que de l'Ouest, elle est mélangée. Oui. Elle est bété, baoulée. Et toi, tu es Ati. Voilà. Donc voilà la Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire plurielle. Et donc c'est pour cela que nous avons cette responsabilité historique. Elle a même une fibre guinéenne. Merci, elle a même une fibre guinéenne. Et moi, dans ma famille, c'est ça. Mes soeurs ont eu des enfants avec des Burkinabés, des Guinéens. C'est ça la Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire des Koudou, c'est la Côte d'Ivoire des Gadegbekou, des Côte d'Ivoire des Duncan, des Chikaya. Et donc voilà, c'est à nous de pouvoir travailler par rapport à cette on va prendre... Oui, allô? Ok, mon nom c'est Cyril Toué. Oui. Allez-y, Cyril Toué, allez-y pour votre question ou même votre contribution. Mon nom c'est Cyril Toué. Cyril Doué, oui. Et je suis très ému des propos du doyen Nyaka. Oui. Et nous qui faisons, par exemple, je suis aux États-Unis aussi, et nous qui faisons le va-et-vient de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, Paris et Trofort, on aimerait, vis-à-vis de la vision de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, tout ça, on aimerait savoir, eux qui sont nos leaders actuellement, qu'est-ce qu'ils envisagent que nous, on puisse faire de notre côté pour pouvoir être en réalité le fer de lance de la nouvelle Afrique. Voilà. Oui, merci. Merci en tout cas Cyril Doué pour votre question. Oui, bon, donc c'est bon, sa question est liée à ce que je disais. Donc, c'est-à-dire que l'unification là, c'est un processus graduel. En Europe, c'était le Benelux, après ils sont devenus, et puis progressivement la France et puis l'Allemagne, voilà, et puis aujourd'hui ils sont les champions de l'Union européenne. Ici c'était 13 au départ, aujourd'hui ils sont 50. Donc ça veut dire que de façon réaliste là, il y a toujours, ça commence toujours quelque part, ce que je suis en train d'expliquer. C'est vrai que si on doit attendre tout le continent africain pour que les gens se réveillent un matin, ce n'est pas possible. Nous là, on fait l'histoire de notre pays. On a vu la Côte d'Ivoire, le cas d'Houphouët-Boigny, comment c'est passé. On a vu le cas de Gbagbo Laurent, comment c'est passé. Maintenant nous là, on dit bon, comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir créer une nouvelle dispensation du panafricanisme. Donc je parlerai vers la fin. Quand on a compris cela là, qu'est-ce qu'on fait? Chacun de nous, c'est ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une affaire de politique, j'ai même oublié ça, même les religieux, même les pasteurs, les prêtres, tous ces gens-là, ils doivent comprendre que ils ne peuvent pas passer leur temps en train de demander ou de prier. Hein? C'est-à-dire, comment je dirais ça, pas pour être ironique, ils ne vont pas tout le temps perturber les cieux. Et puis pour que tel individu ait une voiture, tel individu ait une femme, quand la terre sur laquelle là, ils sont là, où on a jeté leur prépuce pour les hommes là, et puis la terre est là telle qu'elle est, et les gens vont à la maison et puis ils ne prient pas pour la rédemption de leur terre. Pour ne pas être long, ça doit être une affaire de tout le monde. Les religieux là, moi je crois au pouvoir de la foi. C'est vrai qu'en tant qu'humain on peut douter. Je crois au pouvoir de la foi. En d'autres termes, si ceux qui croient que la foi est un système, est un mécanisme important, que chacun de nous s'agenouille pour qu'on puisse voir l'émergence d'une nouvelle classe de dirigeants. Ça, c'est d'abord spirituel. Les politiques, là, nous, on fait notre travail. Et ceux qui ont la vision, ceux qui écrivent, là, il n'a pas dit non, le panafricanisme, il n'y a rien là-dedans. J'ai vu un camarade historien, il voulait rejeter l'idée du panafricanisme. Et après, quand il a commencé à faire des recherches, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer cela. Maintenant, ceux qui font les affaires, The Man Who Built America, c'est un documentaire que je demande à chacun de regarder. Ils n'étaient pas des enfants de cœur. Il y en a un qui ont tué, ils ont corrompu.
En 50 ans, les Rockefeller, et puis d'autres noms que j'ai oubliés, les Carnegie. Regardez ce documentaire pour ceux qui sont aux États-Unis. The Men Who Built America. Il y avait l'État qui faisait les grands travaux. Mais des gens se sont levés. Et je ne vais pas rentrer dans l'affaire de l'agro-business. Mais je veux dire que des gens comme ce que Yapi a voulu faire là, malgré les imperfections. Et c'est pour cela que la façon dont Ouattara a géré ce dossier-là, c'est une mauvaise façon. Parce que les Rockefeller, les Carnegie, tous ces gens dont on parle ici. Mais quand vous avez les documents, il y a eu même des gens qui sont morts. Alors qu'il n'y a plus n'a tué personne. C'est eux là, à un moment donné là, chacun dans son secteur, le pétrole, le chemin de fer, c'est eux qui ont jeté les bases de ce qu'entre autres, ils ont contribué à ce que l'Amérique soit aujourd'hui ce que l'Amérique est. En d'autres termes, si tu es un homme d'affaires, fais les affaires de telle sorte que tu puisses avoir un impact sur toi-même, ta génération, sur ta communauté, sur l'Afrique, et pour pouvoir élever la conscience collective africaine. Voici ce que je voudrais que chacun de nous comprenne. C'est quand on sera en train de faire cela, c'est vrai que je ne parlerai pas de versets bibliques ou bien je ne vais pas citer de Coran, mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est une multitude, c'est-à-dire plusieurs groupes d'Africains qui travaillent en synergie, chacun dans leur domaine, et qui marchent vers le projet de l'Afrique unie et prospère. C'est quand on fera cela qu'on pourra dire, ah, demain, ah, voilà, les Africains ont fait qu'ils ont réalisé quelque chose. Donc, en d'autres termes, ceux qui sont les hommes d'affaires, faites les affaires, donnez du boulot aux gens. Au Ghana, on rencontre une jeune fille qui travaille, elle a 300 Ghana Cedi, ça fait $75 par mois. Mais elle aurait pu avoir, si elle avait $1100, elle aurait pu avoir un projet pour faire son travail d'esthéticienne. Donc, en Côte d'Ivoire, là, ceux qui pensent que ce que nous disons là, ça fait sens là. Quand vous avez de l'argent là, donnez aux gens pour que les gens puissent faire des micro-projets. C'est comme ça qu'on va s'élever nous tous. Soit on s'élève tous ensemble, soit on va périr, comme King l'a dit, comme des idiots ensemble. Il nous reste juste 5 minutes. Okay. Docteur Nakal Lagoké, la question, il y a eu beaucoup de réactions. Je voudrais signaler qu'il y a environ une trentaine de partages d'émissions. Ça veut dire que votre contribution est de taille. Mais je suis sur votre plateforme, et ta plateforme, et vas-y. Bon, je voulais revenir sur ça, puisque nous sommes en train de sortir. Pouvez-vous revenir rapidement sur les éléments clés aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup. Comme ça me fait plaisir parce que bon, je sais que tu es talentueux, mais ça me fait plaisir parce qu'on n'a pas préparé ces questions. Ça me fait plaisir parce que j'avais voulu terminer sur ça. Ok, allez-y. D'abord, il y a une question qu'il faut régler du point de vue théorique. C'était la question de l'idéologie sur laquelle on appuie la nouvelle vision du panafricanisme. Nkrumah a promu le socialisme. Julius Nyerere a voulu, même si Nkrumah, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, même s'ils ont revendiqué un peu les valeurs culturelles africaines, mais la plupart d'entre eux, ils ont promu le socialisme quand les Houphouët-Boigny avaient leur conception de l'Afrique en parlant du capitalisme d'État. Donc le mouvement panafricain a été, en anglais on dit des crossfire, a été au milieu, comment on dit ça, en tout cas a été au centre, au cœur, partagé entre la guerre idéologique, capitalisme et puis socialisme. Et on a vu avec la chute du mur de Berlin, 1988-89, et puis la désoviétisation de l'Europe de l'Est, et aujourd'hui la Chine, l'Union soviétique et la Russie, et tous en commençant à épouser l'économie de marché. Et donc le socialisme a connu sa chute. Et jusqu'à ce qu'en 2008, on voit la chute de Wall Street, ici avec la récession. Et donc aujourd'hui, le capitalisme n'a plus l'attrait. Donc tout le discours du FMI, le consensus de Washington, là, il ne peut plus nous dire ça aujourd'hui. Donc l'occasion, c'est à nous de venir maintenant avec une nouvelle vision. Et donc dans ma recherche, et c'est ce que j'ai mis dans ma thèse, et c'est de ça que j'allais parler, quand les gens demandent qu'est-ce qu'on fait concrètement, du point de vue théorique d'abord, pour moi, il faut se mettre à égale distance de ces deux idéologies. Et donc dans ma recherche, j'ai découvert qu'il y a une vision en Afrique, il y a un concept philosophique africain qu'on retrouve du Cap au Caire, de Madagascar au Maroc, du Cap au Caire, qu'on appelle Ubuntu. Ubuntu veut dire, la maxime de Ubuntu, ça veut dire qu'une personne est une personne à travers d'autres personnes. Ça met l'accent sur l'esprit de citoyenneté dont tu parlais,
ça met l'accent sur la responsabilité individuelle, ça met l'accent sur la responsabilité vis-à-vis de la communauté, ça met l'accent sur l'unité, la solidarité. Donc c'est un mouvement, c'est un concept philosophique qui, de façon essentielle, c'est panafricain. Et nous avons ça. Donc en Afrique du Sud, on appelle ça Ubuntu. En Ouganda, on appelle ça Bantu. En Lingala, on appelle ça Bomoto. Même dans des langues qui ne sont pas liées, si tu veux, à certaines langues Bantu, par exemple en Yoruba, on appelle ça Adjobi. Et donc en Akan, au Ghana, on appelle ça Biakoye. Donc voilà le fondement idéologique de la nouvelle dispensation du panafricanisme que nous sommes en train de promouvoir. Donc ceux qui voulaient savoir concrètement ce qu'on fait, nous avons un plan. On a résolu ce problème-là. Et partout où je suis passé, quand je soulève cela, j'ai donné un cours à des diplomates américains et j'ai parlé de cette conception de Ubuntu. C'était nouveau pour eux. Ils étaient surpris d'entendre cela. Donc c'est autour des valeurs de Ubuntu où on dit par exemple que je suis là. C'est-à-dire, I am because we are. Je suis parce que nous sommes. Donc on a cette responsabilité vis-à-vis de notre communauté. Donc quand on a intégré ces valeurs, donc le système politique que nous avons, que les Blancs nous ont donné là, on vient, on le redéfinit. Ce n'est plus dans la logique de la loi de la majorité, comme ça s'est fait ici, et puis ils sont en guerre contre Donald Trump. Si les États-Unis étaient un pays africain, il y a longtemps, il y aurait eu guerre civile ici. Ce n'est plus, maintenant, c'est quoi? Les valeurs de compromis, de consensus qui font partie des valeurs de Ubuntu. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan de l'identité économique, naturellement, c'est quoi? Self-sufficiency, self-reliance. On produit pour manger et pour se nourrir et nourrir son voisin. On ne va plus courir pour chercher le marché international alors que les gens sont là et puis les gens sont affamés. Voici ce qu'on peut faire dans le domaine de l'agriculture. Dans le secteur de l'économie, il faut aussi passer à toute forme d'innovation qui peut contribuer à faire reculer la pauvreté et puis à faire avancer la prospérité partagée. Et puis donc, il y a dans le domaine éducationnel, donc il y a tous ces éléments-là. Et voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à... La dernière question, c'est lié au concept que vous nous donnez. Il y a quelqu'un qui nous dit, par exemple, aujourd'hui, au plan culturel, le panafricanisme signifie-t-il le rejet des religions importées? Grande question. Terminer avec ça. Non, ça c'est grande question. Quel est le nom de la personne? Bon, je garde mon joker sur la question. D'accord. Ça c'est une très bonne question. Quand j'étais allé au Ghana, bon, j'ai discuté avec des jeunes, les Kémites. Les Kémites, c'est des gens qui revendiquent Cheikh Anta Diop et donc ils rejettent toutes les religions, christianisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on les voit, et eux aussi ils contribuent et grandement. Mais il y a une partie de leur approche avec laquelle je ne suis pas d'accord. Moi, je ne peux pas dire aux gens de rejeter leur religion. Parce que ce que les gens oublient, c'est quoi? Ce que les gens oublient, et c'est ça que vraiment j'aime la question. Parce que l'islam, depuis le 7e siècle, sont venus et puis ils nous ont conquis. Et puis ils sont rentrés par l'Égypte là. Et puis ils ont créé le Caire en 969. 969, le Caire a été créé comme une ville islamique. Donc depuis jusqu'à 1000 ans là, les gens sont là-bas au nord de l'Afrique. Ils ont occupé. Et puis après, ils sont venus avec ce qu'on appelle les djihad simultanés des Haoussa au 19e siècle, avec Ousmane Dan Fodio. Et donc, ils ont islamisé l'Afrique de l'Ouest. Donc, des gens naissent, et puis leurs ancêtres là sont musulmans. Maintenant, vous aimez tellement l'Afrique, vous dites non, on doit retourner à nos religions. Et puis, non, les gens là, ils n'ont qu'à nier et se dénier cette dimension de leur existence. Pour moi, ce n'est pas pratique. Alors, qu'est-ce que moi je propose? Et c'était un des piliers dont je n'ai pas voulu parler, mais merci pour la question. Moi, je propose, et nos aînés n'ont pas eu le temps de résoudre ce problème-là. J'appelle cela le principe de l'unité spirituelle de l'Afrique. Alors, quand je dis ça, un pasteur me dit, mais non, quel principe de l'unité spirituelle? Je ne parle pas de l'unité religieuse. Spirituelle. Je parle de l'unité spirituelle. Et la différence entre l'unité religieuse et l'unité spirituelle, c'est quoi? Les historiens des religions se sont rendus compte qu'on peut diviser toutes les religions en deux catégories. Il y a la dimension culturelle et puis il y a la dimension spirituelle. Et il y a des principes qu'on peut retrouver dans toutes les religions. Oui, exactement. Par exemple, l'islam prône la solidarité. J'arrive avant d'arriver là-bas. D'abord, le dénominateur, qui est le dénominateur commun de toutes les religions? Dieu. Merci Herman.
Premier élément. C'est-à-dire que toutes les religions, elles peuvent s'entre-déchirer, mais elles sont d'accord qu'il y a un être suprême. Ouais. Premier dénominateur commun. Comment les religions, comment les gens se lient, comment les gens essaient de se lier à Dieu? Comment? À travers quoi? Quel est le mécanisme qu'ils utilisent pour croire que Dieu va... La foi et la prière. Mais je vais m'arrêter à la foi. La foi donc devient donc un système par lequel les gens se lient à Dieu. Donc quand nous on parle de l'unité spirituelle là, c'est que, et maintenant le troisième niveau, les valeurs dont tu parlais, l'aumône chez les musulmans, la charité chez les chrétiens. Donc il y a la troisième catégorie. Voilà les trois dimensions que dans mes recherches là, que pour moi on n'a pas eu le temps parce que c'était compliqué. Il a écrit son livre Conscientisme, c'est trop compliqué. Il n'a pas pu résoudre ce problème là. Nous venons pour pouvoir ajuster un peu. Donc voilà les trois éléments que nous utilisons pour dire que chacun garde sa foi, que chacun prie son Dieu, que chacun garde sa religion, mais que au cœur de nos préoccupations, en utilisant le mécanisme, l'élément, le principe spirituel de la foi, que chacun de nous prie pour la rédemption de l'Afrique, que chacun de nous prie pour l'unité de l'Afrique, que chacun de nous prie pour une nouvelle Afrique unie et prospère. Si on le fait là, on sera en train de mettre en action, dans une forme d'unité d'action, le principe de l'unité spirituelle de l'Afrique dont je parle dans mes recherches. En tout cas, merci, Dr Inyakala Goké. Nous avons prévu 1h30 pour le premier plateau. Nous avons débordé de 4 minutes. Excusez-nous, c'est le début, c'était le live, le sujet était d'intérêt, donc il fallait que le professeur prenne le temps d'expliquer en long et en large. Donc, comme on le dit, c'est depuis nos studios ici à Washington DC, les matins d'Allemagne, qui a la possibilité maintenant d'inviter de façon à prendre un invité en direct depuis ce studio. Donc, continuez de nous suivre. Nous annonçons certainement partenariat avec le docteur Inyakala Goké. Nous avons plein d'autres personnes ressources qui viendront dans ce studio-là pour échanger avec nous des thématiques qui concernent l'Afrique. Et les matins d'Herman, l'esprit, c'est les débats, les regards portés sur l'Afrique. Donc, nous allons vous dire au revoir, mais vous dire de toujours continuer d'aller vous abonner sur la page Les Matins d'Herman, de liker cette page, les contenus, et de les partager pour que beaucoup plus de personnes puissent avoir l'occasion de nous suivre lorsque nous allons déménager complètement sur ce profil-là. En tout cas, Dr Inyakala Goké, merci pour votre sollicitude, merci pour votre spontanéité, pour ce plateau-là. Vraiment, ensemble, espérons que l'Afrique se porte mieux avec les idées, les actions que vous menez. En tout cas, merci. Et merci puis, comme nous avons dit, nous aurons des plateaux en direct où vous aurez l'occasion d'intervenir. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on a vu que vers la fin, vous avez commencé à intervenir, à appeler. N'hésitez pas à appeler. Nous allons vous prendre et vous allez participer. En tout cas, bonne journée à vous. Et puis, c'était les matins d'Herman, le cas perte. Merci, docteur. Merci en tout cas, ouais. On vous dit au revoir. Je vais me déplacer pour couper la connexion. Voilà. Bonne journée.